Bien, Pascal Gégère de l'Association pour une Constituante. Mais avant de commencer, je tiens à souligner que j'ai reçu mandat du club République Sociale pour l'associer à mon intervention. Je veux rappeler simplement que le club République Sociale, qui a été fondé en 1997, dont la profession de foi se réfère à la déclaration de l'homme et des citoyens, à la loi de 1905 et aux principes républicains, partage avec la PUC la nécessité d'un référendum portant sur la primauté du droit national sur le droit européen. Avec Éric Tolaner, son président, Michel Lambollé, président du comité du réseau social laïque, Éric Malmaison du Cercle des réflexions démocratie et valeurs républicaines et des membres de la PUC, nous avons créé un comité local Île-de-France du club République Sociale dans le but de promouvoir la coopération entre les différents mouvements, notamment dans le cadre de la promotion ou la défense de la laïcité. Voilà. Alors vous l'avez compris, traditionnellement, nous nous réunissons le 29 mai, généralement pour dénoncer les pratiques gouvernementales qui prolongent d'une certaine manière le déni de démocratie ressenti par une grande partie des Français depuis 2005. Mais aujourd'hui, je voudrais déplacer le regard, légèrement le regard, non plus seulement vers ceux qui nous gouvernent, mais vers nous-mêmes, vers nos propres pratiques, vers les limites de nos propres combats. Je parle ici de tous ces mouvements réformateurs, associations, collectifs, organisations et coalitions citoyennes qui militent pour une réforme de nos institutions jugées insuffisamment démocratiques. Chacun avance ses propositions. Les uns réclament le RIC, d'autres le mandat impératif, d'autres encore la proportionnelle, certains la 6ème République, d'autres le tirage au sort, voire la fusion du Sénat et du CESE. J'arrête là, mais il y en a d'autres encore. Toutes ces propositions peuvent avoir leur pertinence, mais une question demeure. Pourquoi, malgré des années de débats, de mobilisation, de pétitions, aucune de ces réformes n'a-t-elle réellement transformé le fonctionnement du pouvoir? C'est là la question centrale. Car tant que nous ne comprendrons pas les raisons profondes de ces échecs, nous continuerons à multiplier les propositions sans construire le rapport de force capable de les rendre possibles. Pour ma part, j'identifie deux causes majeures. La première est que nous confondons souvent réforme institutionnelle et transformation politique, comme si modifier les règles suffisait à lui seul à rendre automatiquement le peuple sa souveraineté. Les institutions ne vivent jamais en dehors du réel. Elle reflète toujours un rapport de force culturelle, sociale, économique et historique. Un système institutionnel finit presque toujours par reproduire les intérêts de ceux qui le dirigent ou en bénéficient. Aucun régime ne se réforme spontanément contre ses propres intérêts. L'histoire montre qu'il le fait sous pression populaire, sociale ou politique. La seconde raison tient à notre propre fragmentation. Chaque courant défend sa solution. Qui démocratie directe, qui tirage au sort, qui décentralisation, qui fédéralisme, etc. Or, ce foisonnement masque souvent une faiblesse plus profonde, l'absence de priorités communes, de stratégie collective ou de vision partagée. Je sais pourtant qu'il existe des rapprochements, des coordinations, des coalitions entre mouvements réformateurs. Mais malgré ces efforts, il reste difficile d'y voir émerger une doctrine capable de dépasser l'addition de revendications particulières. On ne mobilise pas durablement un peuple uniquement avec des procédures institutionnelles. On le remobilise lorsqu'il voit que l'action collective peut produire des résultats visibles. Cela suppose de relier les exigences démocratiques à des actions concrètes. Défendre les services publics de proximité, rendre les décisions publiques plus lisibles, soutenir les médias indépendants, développer des assemblées citoyennes locales, recréer des solidarités concrètes dans les territoires et surtout former les citoyens aux mécanismes réels du pouvoir. Car une démocratie vivante ne repose pas simplement sur des textes, elle repose sur un peuple organisé, conscient des rapports de force et capable de coopération. Or, beaucoup de nos concitoyens sont aujourd'hui épuisés, socialement, économiquement, parfois même moralement. Nous ne recréons pas une dynamique démocratique par la seule accumulation de réformes institutionnelles. Il nous faut d'abord recréer la confiance par des engagements concrets, locaux, utiles et capables d'améliorer réellement la vie quotidienne. Car au fond, la crise actuelle n'est pas seulement une crise des institutions, c'est une crise de la croyance dans l'efficacité de la parole citoyenne. Peut-être devrions-nous apprendre à fonctionner autrement, non plus comme une juxtaposition de causes concurrentes, mais comme des forces capables d'agir ensemble sur des objectifs
quelques objectifs essentiels et compréhensibles par tous. Car pendant que nous débattons de nos désaccords, le pouvoir institutionnel, lui, bénéficie d'une formidable inertie. Une opposition dispersée lui convient parfaitement. Il faut reconnaître une chose. Beaucoup d'entre nous abordent encore les institutions comme un problème essentiellement technique. Nous imaginons de meilleurs mécanismes démocratiques, davantage de participation, un contrôle plus étroit des élus ou des procédures plus transparentes. Tout cela est utile, mais nos concitoyens expriment souvent une attente plus fondamentale. Ils veulent comprendre pourquoi les institutions semblent protéger davantage les élites que le peuple, pourquoi leur vote donne le sentiment de ne rien changer, pourquoi les décisions majeures échappent de plus en plus au débat démocratique. Mais surtout, ils veulent retrouver une capacité d'agir réellement sur leur vie quotidienne. C'est pourquoi la question démocratique ne peut pas être séparée des réalités sociales, économiques et territoriales. Et un peuple ne retrouve pas confiance dans la démocratie lorsqu'on lui promet des réformes. Il la retrouve lorsqu'il constate que l'action collective peut à nouveau changer quelque chose dans sa vie réelle. Il y a 2 ans, plusieurs mouvements réformateurs réunis à l'initiative de l'Association pour une Constituante ont tenté d'esquisser une telle démarche commune autour d'une proposition concrète. Organiser un référendum sur la question de la primauté du droit national sur le droit européen. Qu'on partage ou non cette orientation, cette initiative avait au moins le mérite de poser une question démocratique fondamentale. Jusqu'où un peuple conserve-t-il la maîtrise réelle de ses choix politiques? Surtout, elle montrait qu'il est possible, malgré nos différences, de faire émerger des campagnes communes autour d'objectifs compréhensibles par tous et directement liés à la souveraineté populaire. À l'approche des élections présidentielles, il serait d'ailleurs utile que les candidats soient amenés à se prononcer clairement sur ce type de questions, car l'enjeu dépasse largement un simple débat juridique ou institutionnel. Il s'agit de savoir comment redonner une portée réelle à la parole citoyenne. Et c'est peut-être à cette condition, en recréant d'abord du pouvoir politique concret pour les citoyens, que les réformes institutionnelles pourront enfin cesser d'être des promesses théoriques pour devenir des transformations réelles. Je vous remercie.